Pourquoi les foires sont-elles nécessaires pour les acteurs du marché de l'art contemporain? Pourquoi réserver un stand? Pourquoi, pour quels avantages, quels bénéfices? Voilà, que recouvre, pardon, en réalité l'investissement qui est demandé lors d'une inscription pour participer à une foire? Et nous terminerons bien sûr ces propos par un focus sur Art Montpellier. Nous vous présenterons la 8e édition et voilà, nous vous dirons où elle en est aujourd'hui, cette foire d'art contemporain en région, ici à Montpellier. Alors, pour étayer nos propos, nous avons le plaisir d'avoir avec nous des invités de marque. Donc, Christian Norbergen, je commence par vous. Christian, vous êtes critique d'art et conférencier. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages consacrés à des artistes et des courants artistiques. Vous êtes également un contributeur rédactionnel précieux dans de nombreux magazines et notamment Artension Magazine, qui est partenaire de la foire Art Montpellier et qui est présent ici ce soir, représenté par Françoise Monin. Françoise Monin, vous êtes donc la rédactrice en chef d'Artension Magazine. Artension est un bimestriel, je le rappelle, qui est diffusé depuis 1982, 30 000 abonnés à ce jour. Françoise, vous contribuez également à la parution d'un précieux guide pour nous, organisateurs de foires, c'est le guide des galeries. La dernière édition est parue au mois de juin dernier et elle recense pas moins de 975 galeries. Didier Weiss, nous te présentons également en tant que galeriste. Tu as officié à Montpellier pendant une quinzaine d'années, donc les foires d'art contemporain, tu les connais bien et on pourrait même dire que tu es tombé dedans puisque ça a été pour toi l'occasion d'opérer une reconversion professionnelle et maintenant, donc, en tant que directeur artistique et responsable des relations avec les galeristes sur plusieurs foires, tu nous accompagnes également donc sur Art Montpellier depuis 2017. Donc, Art Montpellier est produit par nous-mêmes, la SPL Occitanie Events, dont Cédric Fiolet, que vous voyez également à votre écran, est le directeur général. Donc, Cédric, tu collabores, tu es présent, pardon, tu es à l'initiative du lancement d'Art Montpellier. Didier est à nos côtés sur ce lancement. C'est sous ton impulsion, hein, donc, qu'a été lancée la première édition en 2017 et est également présent, même si vous ne les voyez pas, 2 personnes de l'équipe marketing communication d'Art Montpellier, donc Hélène et Barthélémy, qui récupéreront entre autres vos questions sur le chat. Voilà, moi-même, donc je fais partie de la team SPL Occitanie Events. Je suis pilote d'Art Montpellier et donc j'ai le plaisir d'ouvrir cet échange en me tournant vers vous, Christian. Donc, vous qui naviguez dans le monde de l'art à de multiples niveaux, vous visitez de nombreuses foires et faites-nous part de votre réflexion sur l'importance des foires et leur nécessité en général dans le marché de l'art. Merci de cette présentation, Marianne. Je crois que les galeries sont un tout petit peu isolées, malgré la modernité qui, semble-t-il, est encombrée d'images. Les galeries et les artistes sont un tout petit peu isolés et les foires d'art sont d'abord un rassemblement et de galeries et d'artistes et de visiteurs qui ont envie de voir, qui ont envie de regarder, qui ont envie de rencontrer. C'est donc un lieu privilégié que la foire d'art. C'est une sorte de remède à la relative solitude des galeries, nombreuses en France, et ce sont des points forts dans la vie d'une galerie et d'un artiste que de participer à une foire. Absolument. Donc, on le voit, pour sortir de cet isolement, rien ne vaut hein, la rencontre. On a cru à un moment donné qu'on pouvait se passer de la réalité de nos événements, mais on le voit bien, rien ne vaut la rencontre, la synergie, l'échange. Françoise, je me tourne vers vous, parce que vous aussi, en tant que journaliste, vous côtoyez énormément de galeristes. Et donc, dans le dernier numéro du Guide des galeries, vous avez publié un article fort bien intitulé, puisqu'il annonçait faire les foires une coûteuse nécessité. Donc, on est vraiment dans la thématique que nous abordons ce soir. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les propos de cet article ?
Alors, c'est un article que j'ai écrit avec Sophie Blaché, qui est une historienne d'art et économiste. Et Sophie vit à Miami et en France. Donc, elle a une ouverture de connaissances et elle avait publié, il y a 8 ans, un guide des galeries dans le monde. Donc, c'est elle qui a construit le cœur de cet article et je suis juste intervenue dessus pour rajouter quelques éléments factuels, des chiffres notamment, parce qu'effectivement, quand on a fait ce guide, on travaille à une dizaine, donc Christian d'ailleurs, tous les 2 ans, on remet à jour ce guide, on oublie encore des bonnes galeries, mais là on en a 975, donc on progresse le mieux possible et durant ces périodes d'enquête, on écoute énormément les galeristes. Et on se rend compte un petit peu, je crois, Christian, tu diras si je me trompe, qu'ils ont tous très envie de faire les foires, comme l'a dit Christian, pour sortir de la solitude, pour faire plaisir à leurs artistes, parce que les artistes ont vraiment l'impression d'exister au moment où il y a une foire, parce que d'un seul coup, ils ont un public qui se compte en milliers de visiteurs, ce qui n'arrive jamais dans une galerie. Donc pour l'artiste, il y a vraiment l'impression d'une rencontre possible. Et pour le galeriste, ils nous ont tous dit que ça leur coûte beaucoup d'argent, que parfois ils vont même faire un crédit pour faire une foire, parce qu'il y a une grande fourchette de prix. Je crois que les premiers prix, c'est Art Brut Rendez-vous qui a démarré l'an dernier, où on peut s'en tirer avec un mur pour 1 000 euros, hors tous les frais, parce que ça suppose de venir à Paris. Et puis, ça va très facilement à 25 000 euros pour les grandes foires internationales, ce qui est énorme pour une galerie lambda. Ça veut dire souvent faire un emprunt pour faire sa foire. Donc, ils sont tous, j'allais dire, sur des charbons brûlants. À quel moment on n'y va pas. Mais tous nous ont dit, on a plus un poil de sec au moment où on dit j'y vais, mais on se rend compte quand même que c'est le seul moyen de renouveler notre panel de collectionneurs. Parce qu'une galerie, quand elle ouvre et qu'elle a bien travaillé son fichier, elle va pouvoir tenir 1 an, 2 ans avec les collectionneurs qu'elle avait repérés avant d'ouvrir. Et puis ces collectionneurs, quand ils ont un tableau sur chaque mur, si ce sont des collectionneurs amateurs et pas des gens qui constituent une véritable collection, ils vont parfois s'essouffler ou attendre un peu ou marquer des pauses. Et le seul moyen de développer la galerie, c'est d'aller vers de nouveaux collectionneurs qui ne sont pas les amis du début, qui vont rester. Je discutais avec Alain Gutarque qui dit j'ai des collectionneurs, les mêmes depuis 40 ans certains. Donc ils vont rester les premiers, mais il faut développer, il en faut d'autres. Et je vois dans les gens qu'on a pu citer dans l'article, le renouvellement des collectionneurs grâce à une foire, ça va de 25 à 45%. Et le chiffre d'affaires qui va avec, c'est-à-dire que une galerie comme Olivier Waltman disait, mais je fais 45% de mon chiffre d'affaires sur les foires. Donc non seulement le premier objectif, c'est de trouver des nouveaux collectionneurs, mais en plus, il peut y avoir aussi une jolie vente qui va se faire. Mais il arrive tous les ans que certaines galeries, rares mais cela arrive, terminent la foire en n'ayant rien vendu. Et c'est dans les 6 mois qui suivent la foire que se passent les choses, parce que s'ils ont bien travaillé la relation sur le moment de la foire, ils vont voir dans les 6 mois qui suivent venir vers la galerie des gens qu'ils ne connaissaient pas et qui ont laissé leur carte de visite au moment de la foire. Donc c'est un gros pari à chaque fois, mais on se rend compte que beaucoup le tentent parce que sinon leur fichier de collectionneur va s'étioler. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Exactement, il y a vraiment, ça on en reparlera, je pense qu'il y a des intervenants qui vont revenir sur ce point-là, mais dès l'instant où on part sur la décision de s'inscrire à une foire, le temps compte. Donc il y a le moment avant, la préparation, la communication sur cette présence de la galerie au sein de la foire, que la foire elle-même relaie et met en avant. Ensuite, il y a vraiment la participation et, comme vous le dites, dans le meilleur des cas, les ventes directes sur la foire. Et il y a ensuite le travail post-événement où le galeriste doit recontacter pour essayer de maximiser les chances de concrétiser, de transformer les premiers contacts qui ont eu lieu durant la foire. Voilà. Et est-ce que les galeristes vous ont fait part de leur crainte que certains de leurs clients, du coup, se détournent de leurs propositions et aillent vers d'autres? Mais absolument, absolument, on en connaît quelques-uns. C'est un tout petit nombre, mais certains galeristes, justement, soit parce qu'ils débutent et qu'ils ont peur de libérer leur fichier, entre guillemets, ce qui est un leurre total, parce que les œuvres, un très bon galeriste qui est à Paris, qui s'appelle Alain Margaron, dit toujours, les œuvres, je ne les vends pas, elles s'achètent.
Donc de toute façon, la rencontre se fait ou pas, et c'est pas en protégeant son petit fichier qu'on va changer quoi que ce soit. Donc, mais il y a effectivement justement Alain Margaron qui est un très grand galeriste. Il me dit je ne ferai jamais une foire parce qu'il y a suffisamment de vie dans ma galerie. Alors il y va toujours en spectateur pour voir ce qui se passe, mais pas en exposant. Mais la plupart ont beaucoup plus à gagner en brassant les fichiers tous ensemble qu'en protégeant leurs fichiers. Bien sûr, parce que c'est une dynamique. Les clients des uns servent aussi les clients des autres et tout le monde, en fait, alimente le marché de l'art. Et cette foire, cette émulation qui est créée par la présence de ces galeries et de tous ces acheteurs et collectionneurs rassemblés, en fait, crée cette émulation positive. Et peu importe qu'à un moment donné, un collectionneur fidèle à une galerie en découvre une autre. Au contraire, je voudrais enrichir sa collection. Je voudrais dire juste encore 2 choses, après je me tais. Mais ceux qui le vivent très bien et qui le font très bien vivent le moment de la foire comme un moment de communication. C'est ça. C'est-à-dire la priorité, c'est se faire connaître. Et en plus, il faut vendre parce qu'il faut rembourser le stand. Mais le plus important, c'est se faire connaître. Et la deuxième chose, c'est que ceux pour qui ça marche, ils ont soigneusement étudié la nature de la géographie et de l'ampleur de la foire qu'ils choisissent. C'est-à-dire qu'on le dit toujours parce que c'est le plus emblématique, mais on ne fait pas l'Arco à Madrid si on n'a pas des artistes espagnols. On ne fait pas la foire de Strasbourg si on n'a pas une sensibilité pour un certain type d'abstraction, pour un certain type de chromatique, de choix de couleurs, pour un certain type de matière dont on sait que c'est ce qu'on cherche du côté de Strasbourg et de l'Allemagne. Donc je suis certaine qu'à Montpellier, vos galeristes qui marchent le mieux, ils ont bien réfléchi par rapport à l'identité de l'Occitanie, par rapport à la proximité de l'Espagne, par rapport à l'histoire d'une région, et on ne vient pas avec son fond de galerie, on réfléchit pour l'événement ce qu'on apporte. Et je suis certain que vous avez des gens qui vendent très bien à Montpellier, mais ce qu'ils ont apporté, ils ne l'ont pas apporté par hasard. C'est vraiment mûri. Voilà. Oui, tout à fait. Et effectivement, vous le dites, je rebondis sur vos propos, le positionnement d'une foire est fondamental. Il faut exactement se donner une identité. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait à Montpellier. Et je passe la parole à Cédric, qui était donc l'initiateur de ce rendez-vous. Cédric, la genèse du projet d'Art Montpellier, le positionnement, dis-nous un peu comment est-ce que tout cela a cheminé et où en sommes-nous aujourd'hui pour Art Montpellier? Assez rapidement, la genèse d'Art Montpellier, c'est d'abord une antériorité professionnelle. J'ai dirigé les Grands Palais de 2008 à 2016 et on avait un événement qui s'appelait à l'époque Lille Art Fair et qui maintenant s'appelle Art Up Lille, après c'est appelé Art Up tout court au milieu. Événement qu'on a lancé avec Didier. Alors, pas tout à fait vrai, qu'on a d'abord lancé avec Strasbourg événement et puis qu'on a lancé à deux avec Didier à partir de 2010. Et donc on avait bien travaillé sur ces thématiques-là et j'ai eu l'opportunité professionnelle d'arriver à Montpellier. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de foire d'art contemporain à Montpellier. Et donc j'ai proposé à mon ami Didier de venir créer cet événement qui a eu lieu pour la première fois en 2017 et dont ça sera la 8e édition. Je rejoins un peu Françoise dans ce qu'elle dit. Une foire, c'est un média. Donc c'est avant tout un outil de promotion, un outil de découverte. Donc on est là pour faire connaître au plus grand nombre son travail et les artistes qu'on défend. Mais notre boulot, nous, d'organisateurs, c'est aussi de faire que ce média devienne une place de marché, c'est-à-dire de pouvoir communiquer de manière le plus ciblée possible et de manière la plus pertinente pour que nos clients galeristes trouvent en face d'eux le plus grand nombre d'acheteurs, collectionneurs, amateurs, et qui puissent se passer, bien sûr, de la promotion et de la découverte, mais aussi du business tenant et trébuchant, parce qu'on sait très bien que les exposants qui reviennent sont les exposants qui ont trouvé un flux d'affaires satisfaisant sur l'événement. Et ça, c'est vraiment très, très important pour tout le monde. Et on y est très sensible et on travaille vraiment sur ce ciblage du visitorat de manière de plus en plus précise avec les équipes d'Hélène et Barthélémy. Après, pourquoi on a créé cette foire à Montpellier? Parce que quand on gérait Art Up à l'époque avec Didier, on avait envisagé un certain nombre de
territoires de duplication. Alors, ces territoires de duplication, il y avait déjà une zone de population, hein, c'était d'être dans des villes, dans des agglomérations où il y avait plus de 500 000 visiteurs, où il y avait une politique culturelle qui était déjà développée par les pouvoirs publics, où il y avait des structures muséales bien établies, mais aussi où il y avait déjà des galeries, un nombre de galeries suffisamment important pour se dire, bah, tiens, dans ce territoire, il y a quand même des personnes qui sont sensibilisées, qui achètent et qui permettent à des galeries de vivre. Donc on avait sélectionné Montpellier pour ça, et bon, force est de constater que bah, le pari est plutôt résolu et plutôt réussi, puisqu'on arrive à cette 8e édition avec un objectif de plus de 60 galeries et d'éditeurs, et l'an passé, on a totalisé une fréquentation de 13 000 personnes. Donc on attaque cette 8e édition avec beaucoup de gourmandise et beaucoup d'envie pour vous faire découvrir Montpellier, de vous faire découvrir le public montpelliérain et les collectionneurs que vous pouvez recruter sur ce territoire. Alors, tu parlais hein, du territoire culturel et de la politique culturelle. C'est vrai que la région soutient la foire Art Montpellier. La région. Oui, tout à fait. En fait, les principales collectivités du territoire, la région Occitanie, la métropole, la ville de Sète, aussi, hein, faut aussi se rendre compte que bah, Montpellier, c'est à 30 minutes de Sète et que bah, l'école sétoise, c'est quand même quelque chose en France. Donc, on a vraiment, entre Nîmes, Aigues-Mortes, Sète, Montpellier, Pézenas, tout un écosystème artistique de création qui est assez dimensionné. Du coup, je vais t'interroger, Didier, parce que toi, merci beaucoup, Cédric. Toi, forcément, tu es en relation avec tous les galeristes hein, qui interviennent sur Art Montpellier. Et de ton expérience, dis-nous, maintenant à toi, hein, de prendre la parole et dis-nous, qu'est-ce qui fait la réussite d'une foire, côté organisation et côté galeriste? Alors, pour rebondir sur une parole de Françoise, c'est la première fois où j'ai participé à une foire, c'était à Nîmes en l'an 2000. Et sur ce secteur de Nîmes et de Montpellier, en tant que courtier et galériste, j'avais un fichier de 3000 clients. Et en fait, la foire, elle s'est construite à partir de ça. C'est-à-dire que j'ai invité mes 3000 clients, ces paroles d'hommes, et en fait, je les ai offerts à tout le monde. Hein, c'est pour rebondir sur cette idée de Françoise qu'en fait, voilà, il faut absolument inviter tous les gens qu'on connaît. Et il faut pas croire qu'ils vont être piqués par un autre galériste. C'est vraiment pas un sujet. Alors là, je m'adresse vraiment en particulier aux galéristes. En fait, si je suis dans ces fonctions, c'est parce que j'ai été courtier, j'ai été galériste et je travaille dans des foires depuis 25 ans. Et qu'en fait, je connais votre métier, je connais les problèmes qu'il a, les difficultés, le stress que ça amène quand on participe à une foire. Et là, je vais d'abord peut-être vous exprimer pourquoi notre foire elle est différente à Montpellier en fait. Eh bien, elle est d'abord méditerranéenne. Elle est méditerranéenne par la présence des galeries et les artistes du Sud. Elle est construite aussi sur l'histoire de grands mouvements d'art contemporain. Donc, support surface, hein, les grands mouvements d'art contemporain du XXe siècle, support surface, la figuration libre, et aujourd'hui une très belle présence de l'art urbain. Elle rassemble aussi, cette foire, des institutions, et ça c'est rare, hein, en fait, dans les foires, qu'il y ait autant d'institutions comme l'a évoqué Cédric, et des institutions, des musées, des villes, et aussi des médias qui prennent des stands. Et tout ça, ça fait quelque chose de très original. Alors là où on peut vous aider, en fait, c'est que on est une équipe, et comme vous le pressentez ou vous le ressentez, on est une équipe solide et on est là pour vous accompagner. Alors vous accompagner comment? Bah déjà, il y a un plan dans la foire. Alors ce plan, il est retravaillé chaque année. Et on essaye d'avoir une circulation originale entre le bar, le restaurant et le food truck, et
et de vous aider à vous situer dans cette foire. Mhm. Vous conseiller notamment sur la construction du stand. En fait, il faut, de plus en plus, moi je conseille aux galéristes d'être un peu originaux dans leur conception du stand. Alors ça peut être original sur les couleurs de la moquette, les couleurs du sol, mais ça peut être aussi sur la distribution des cloisons. C'est pas, en fait, il faut que ce stand, il soit à la fois accueillant, ouvert, mais pas trop, que vous ayez un petit coin bureau tranquille pour faire les affaires, parce que les affaires, elles ne se font pas forcément devant tout le monde. Il y a des gens qui veulent être un petit peu discrets. Oui, surtout sur certaines grosses affaires Voilà. qu'on connaît sur nos foires, oui. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que depuis quelques années, en fait, l'acheteur a modifié son comportement. C'est-à-dire, il se renseigne beaucoup plus. Donc, faut pas faire du baratin, il faut vraiment dire des choses précises et concises. Et aussi, peut-être, bon, ça fait partie du sujet pour décrocher des ventes, c'est de proposer des étalements de paiement en fonction de vos possibilités, en fait. Aussi, pensez peut-être au leasing pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise qui sont présents. Alors Alors, ça, je vais dire, D'ailleurs, on a un je- partenaire officiel. ouais, oui, Didier. on a le partenaire officiel Sacerdar et qui fait un très beau boulot et c'est assez nouveau ça. En fait, c'est-à-dire que son intervention sur place, c'est-à-dire il arrive à traiter des leasings très rapidement et son intervention, elle déclenche des ventes pendant la foire. Donc ça fait partie des nouveautés du système d'aujourd'hui. Alors après, je pense qu'il faut voir la foire comment capitaliser au maximum. Eh ben, il y a 3 étapes, hein. Il y a avant, pendant et après. C'est Alors ça. avant, la foire, il faut la préparer. Françoise parlait de ça tout à l'heure. Il faut la préparer. On met à votre disposition des invitations. Et ça, là-dessus, on ne sera jamais fermé pour vous en donner un peu plus, mais il faut les utiliser. Il faut sortir de cette idée que ça y est, c'est une foire à Montpellier, on va aller là-bas, on va avoir des nouveaux clients, mais nous, on n'amène personne parce qu'on connaît personne. Et ça, c'est une vraie erreur, parce qu'aujourd'hui, les gens se déplacent beaucoup et il faut envoyer des invitations à son fichier, même si c'est très loin, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils voyagent. Et peut-être que ça sera l'occasion pour eux de passer un bon week-end. Voilà. Absolument. Ah, Et toi, Didier, excuse-moi, je reviens sur lorsque tu étais galeriste, tu participais à des foires? À quelle fréquence? alors, moi, j'ai participé, c'est en fait en étant dans une foire dans l'Est que j'ai eu vraiment envie de créer ça dans le Sud. Hein, c'est comme ça que D'accord. ça s'est construit. Et d'ailleurs, j'étais très excité par ça parce que c'est vrai que c'était très stressant. La première fois, je veux dire, je ne savais pas comment payer mon stand. J'ai dû faire des chèques différés et puis j'ai fait des affaires que le dernier jour et encore les gens, ils discutaient les prix. Donc franchement, c'était la première édition, c'était pas forcément un bon souvenir. Mais en fait, il y a une telle excitation, c'est un tel moment d'échange, de rencontre entre les gens, qu'en fait, après, on ne peut plus s'en passer. Donc, le seul problème, c'est qu'il faut suivre financièrement. Mais c'est vrai que à partir du moment où ma galerie a participé à des foires, ça a changé ma vie professionnelle, c'est évident. C'est Voilà, évident. ça a donné tout à fait une force, ça a développé des contacts avec d'autres galéristes, avec d'autres artistes. Et d'ailleurs, si j'ai pu faire ce boulot avec les différentes organisations, c'est parce que je suis un ancien galériste, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Et donc, en fait, je fais partie de la famille des galéristes. Et c'est un autre regard. Je suis pas un organisateur je suis pas quelqu'un qui est là pour l'argent. Je
Je suis là pour vraiment déterminer des choses fantastiques dans l'art des échanges. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Euh, Après, ce qu'il faut sur un stand, parce que combien de fois j'ai vu des galéristes et je ne me suis pas gêné pour le faire, même s'ils étaient des fois Non, un non, petit peu, non. un petit peu choqués de mon Non. intervention, c'est qu'en fait, souvent, le galériste, il est dans son stand avec son ordinateur. Donc, franchement, s'il y a une chose que moi je dirais, ben, supprimez l'ordinateur pendant la foire. Vous êtes là pour rencontrer des gens nouveaux. Il faut d'abord savoir les accueillir. Il faut être efficace, donc présent. Il faut aussi apprendre à déceler le moment magique du coup de foudre. Parce que quand les gens ils ont un coup de foudre, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est l'émotion coup de foudre. Quand les gens ils ont une émotion, un coup de foudre, Eh oui. ça se sent, ça se voit physiquement. Et ça, j'emploierai cette expression, elle est peut-être un peu violente, mais en fait, c'est comme dans la tauromachie, je ne suis pas forcément fan de ça, mais c'est le moment où il faut planter la banderille, c'est-à-dire il faut savoir saisir le moment où la vente, elle peut se faire. Exactement. Bon, ça, c'est valable dans Après, le il faut commerce créer, d'une façon générale. voilà, il faut créer aussi un climat de confiance, en fait. Et ça, c'est hyper important. Souvent, les galéristes, ils parlent trop de l'artiste. C'est bien de parler C'est de un l'œuvre. équilibre, mais ça, comme tu dis, Ouais, Didier, c'est l'expérience. C'est voilà. l'expérience qui amène à optimiser, justement, à ne pas perdre trop de temps avec une personne, tandis qu'une autre attend et puis finit Voilà. par Alors, ressortir du stand. il faut Absolument. créer un climat de confiance, déjà, un OK. climat de sympathie. Et il faut faire ça, en fait, dans la joie. Hein. Ça me paraît essentiel. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que forcément, dans une foire, on est en concurrence. Donc, il faut trouver son rythme, ne pas saouler le client, hein, parce que ce n'est pas la peine de lui dire trop de choses, mais surtout, et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, il faut s'intéresser à la personne. Est-ce qu'ils ont déjà acheté des œuvres d'art? Quel genre d'œuvres d'art ils ont acheté? Il faut en fait se rapprocher de leur goût pour arriver justement à savoir si on est dans... il y a une possibilité. Alors après, Absolument. sur place, l'histoire de donner des cartes de visite, je ne suis pas très pour. Je pense qu'il vaut mieux, il faut saisir les mails, saisir les téléphones pour avoir quelque chose à utiliser après la foire. Hein. Et il faut éviter de se stresser. Hein. C'est vrai que c'est spécial, il y a un rythme à trouver et il faut être en fait le plus détendu possible. Et si on est détendu, on va amener les gens vers soi. Et Bon ben, par contre, il faut pas trop rêver sur les retours. J'entends combien de fois tous les jours, ah oui, les gens, ils m'ont dit qu'ils allaient revenir. Et là, en fait, quand on fait le compte de tous les gens qui doivent revenir et où ça ne se réalise pas, après, ça crée de la déception. Donc, il ne faut pas partir dans cette idée-là. Alors après, il faut savoir, bien sûr, relancer les gens. et oui, Et ça si c'est on la a pris les maille mails, ouais, post-événement, Didier. après, Oui, on est voilà. bien d'accord. Et là, on peut relancer les gens si on a pris les mails et les téléphones. Et il ne faut pas hésiter à les inviter régulièrement, même si dans sa galerie, elle est très loin. C'est C'est, souvent le prétexte pour prendre les voilà. coordonnées des gens, d'ailleurs, c'est de Et, les inviter à des voilà. vernissages à venir et d'autres expositions, d'autres Et événements. faire des newsletters, et voilà, et préparer l'année d'après. Alors, je pense que de toute façon, on ne peut pas tirer les conclusions de la réalité et de la force d'une foire tant qu'on ne l'a pas faite pendant 3 ans. Si on vient une année et qu'on se dit, ah ben, ça n'a pas forcément si bien marché que ça, eh bien, c'est comme si c'était un coup d'épée dans l'eau. Il faut savoir venir et revenir. Absolument. Alors, par rapport à ça, évidemment, on se pose très rapidement la question du coût, Didier. Donc, moi, je vais enchaîner justement avec le coût euh, financier de participation à une foire. Bon, je vais vous parler du coût que je connais le mieux, hein, puisque c'est celui d'Art Montpellier.
Chez nous, ici à Montpellier, donc nous sommes organisateurs professionnels, nous travaillons avec des experts et un stand moyen de 30 mètres carrés vous coûtera moins de 6 000 €. Alors, ça reste un investissement, mais dans la mesure où vous confiez cet investissement à une organisation professionnelle, et c'est là où il faut faire attention, parce qu'effectivement, ça reste un budget, mais il faut vraiment bien arbitrer dans le type d'événement sur lequel vous investissez. Nous sommes une foire, nous sommes une organisation solide et professionnelle. Ça veut dire que lorsque vous nous confiez cette somme d'argent, nous vous livrons déjà un espace totalement équipé. Didier a parlé du plan de votre espace d'exposition. Sachez qu'il est livré conformément au plan que vous avez demandé, avec toutes les prestations de confort et de rendu d'élégance et de qualité par rapport aux œuvres que vous allez présenter. On met à votre disposition également un certain nombre d'invitations, 150, pour inviter vos clients et vos prospects. C'est aussi très important. Nous également, en tant que foire professionnelle, on reste quand même une équipe de proximité. Didier a beaucoup mis en avant cette caractéristique, mais nous sommes des personnes, nous sommes tous joignables par téléphone. Ça, c'est vraiment important. Nous sommes là avant, pendant et après la foire pour vous aider, pour vous faciliter toute votre logistique. Nous sommes là pour vous aider sur vos questions, vos contraintes de transport, d'hébergement, de livraison. On est là avec vous. Nous bénéficions d'un savoir-faire professionnel également en matière de communication, et ça, c'est le plus important, puisque notre objectif en tant qu'organisateur de foire, c'est vraiment de créer une place de marché éphémère où vous, les vendeurs d'art, vous allez rencontrer des acheteurs que nous allons mobiliser pour vous. Et là, c'est tout l'enjeu de notre plan de communication. Donc, on développe un plan de communication multicanal. Nous faisons de l'affichage, nous faisons de la communication sur des supports de presse imprimés, des magazines. Artension est un de nos partenaires, je l'ai déjà dit. Nous communiquons également énormément sur toute la partie digitale. Nous avons des campagnes, des Google Display, des réseaux sociaux. Enfin, voilà, je laisserai mes collègues de l'équipe communication qui saisissent la balle pour vous montrer tout de suite quels sont, par exemple, pour 2024, l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons déjà signé des accords. Voilà, nous travaillons vraiment pour mobiliser la clientèle collectionneuse, acheteuse d'art qui s'est déjà présentée chez nous parce que nous arrivons à collecter un certain nombre de données tout en respectant la législation en place, mais nous avons une base de visiteurs fidèles sur Art Montpellier que nous relançons chaque année. Et bien sûr, nous allons chercher d'autres acheteurs, d'autres futurs acheteurs, ou tout du moins une clientèle en capacité de dépenser une somme d'argent pour de l'art. Donc là, ça veut dire que nous avons des partenariats avec tous les opérateurs locaux qui travaillent avec ces populations. Donc des restaurants, des lieux culturels, des hôtels, voilà. Tous ces opérateurs qui travaillent avec une clientèle haut de gamme, nous les mobilisons aussi dans le cadre de notre événement. Voilà. Cédric l'a dit, en tant qu'opérateur et que créateur d'événements, notre but, c'est de ne pas mobiliser de la masse de visiteurs, mais vraiment une clientèle très qualifiée pour répondre à la nécessité des galeries et pour permettre à vous, galeristes, de travailler. Cette clientèle, elle fonctionne plutôt bien, elle est bien acquise à Montpellier. Vous le voyez sur votre écran. Nous avons 96% de visiteurs qui sont satisfaits et qui ont l'intention de revenir en 2024. Donc, on a un taux de satisfaction tout à fait satisfaisant pour Art Montpellier, même si chaque année, nous allons chercher des nouveaux ressorts, nous remettons en cause certains processus pour toujours faire mieux. Rien n'est jamais acquis. Et comme vous nous faites confiance et vous investissez dans la présentation de votre galerie, nous-mêmes, nous investissons également dans le cadre général de notre foire. Si nous avons ces indices de satisfaction, c'est qu'aussi nous dépensons un certain montant pour créer un cadre élégant et de qualité, un cadre confortable. C'est bête à dire, mais c'est évident à rappeler. On n'achète pas des œuvres d'art d'un certain prix à la va-vite. Il faut que les gens trouvent un cadre confortable pour laisser la réflexion se faire
et qu'elle puisse ensuite se transformer en acte d'achat. Ça, c'est aussi très important. Voilà, le dernier point sur lequel Didier a déjà insisté, c'est qu'en tant que galeriste, même si nous sommes professionnels et nous vous remercions de votre confiance lorsque vous participez à notre événement, mais il faut aussi que vous soyez proactif. Ça, c'est un point très important. Il faut, dès l'instant où vous vous êtes inscrit, il faut que vous deveniez votre propre organisateur de cet événement que vous décidez pour votre galerie. Donc, effectivement, communiquer en avant, être très actif, très dynamique, très ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter pendant le déroulement de la foire et bien évidemment, à l'issue de la foire, continuer ce travail de culture et cultiver tous les contacts que vous avez pu nouer pendant la foire. Voilà, donc je le dirai en conclusion de mes propos, mais qui reprend vraiment l'ensemble des échanges. Une foire, c'est vraiment un boost pour le marché de l'art contemporain sur un territoire donné. Donc, y associer sa galerie, c'est lui donner de la visibilité, c'est lui donner une opportunité de gagner en clientèle. Voilà, et plus vous gagnez en clientèle, plus vous réalisez des affaires, plus nous sommes satisfaits et plus notre événement gagne en notoriété. Donc, on est vraiment sur une dynamique gagnante-gagnante. Et d'ailleurs, hein, on se le redisait entre nous, c'est pas pour rien, Françoise, je pourrais en attester, que même les méga galeries, celles qui ont une renommée universelle, continuent à participer, continuent d'être présentes sur des grandes foires. C'est vraiment qu'il s'y passe des rencontres et des choses absolument voilà, irréalisables juste entre ces quatre murs au quotidien. Je vais vous proposer peut-être, Christian, de reprendre la parole sur Art Montpellier en tant que témoin, parce que vous connaissez bien notre foire, vous nous faites la gentillesse d'y être présent chaque année sur une conférence, voilà, en grand témoin. Que pourriez-vous ajouter sur Alors Art j'ajouterais Montpellier ? ceci, Marianne, par rapport à ce que vous avez dit et Didier. Une foire, bon, le mot est un peu galvaudé, le mot foire. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une forme d'île au trésor, et ceci au C'est pluriel. joli. En général, dans une ville, il y a 1, 2, 3, 4, 5 galeries. Et les gens de telle ville, je pense à Troyes où j'habite, vont voir une galerie, 2 galeries, et le plus souvent, ça s'arrête un peu là. Alors que dans une foire, il y a 10, 15, 20 galeries. Et le regard du visiteur passe de galerie en galerie et ce regard s'ouvre. Et C'est ça. je comprends assez bien que des gens soient presque suffoqués de voir la richesse de l'art véritable d'aujourd'hui, loin des fabrications de l'hypermodernité, et donc à l'intérieur, si je puis dire, du mental, du cerveau de la personne qui visite, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et je comprends parfaitement que des achats puissent être effectués plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Quelque chose dans une foire est déclenché par toutes ces galeries de qualité, souvent de petites galeries, et attention, nous les aimons beaucoup. Les petites galeries, c'est le cœur vivant, ce sont les artères du sang de la création. Et donc, il se passe quelque chose de particulier dans une foire d'art. À Montpellier, il y a une forme de spécificité. D'abord, il y a une thématique. Je ne suis pas sûr que d'autres foires soient oxygénées par une thématique. Donc à Montpellier, la thématique change chaque année. Cette thématique n'est pas cruellement imposée. Il y a Absolument, un certain nombre oui. de galeries qui ne suivent pas. Mais cette thématique donne à chaque fois une atmosphère particulière. Et cette atmosphère particulière, donc liée à la thématique, que ce soit lumière et transparence l'an dernier ou l'abstraction qui s'approche à Montpellier, cette thématique donne une atmosphère particulière. Atmosphère particulière qui s'ajoute à celle de Montpellier. Montpellier est une jeune foire, donc il y a une sorte de fraîcheur à Montpellier. Il n'y a pas de répétition ou d'habitudes acquises qui peuvent fossiliser une foire. Pas du tout. C'est une jeune galerie, et je dirais de taille humaine, ni grande ni petite.
et 50, 60 galeries, quelque chose comme ça. On va les voir, on peut les voir toutes et les revoir. Il y a aussi quelque chose de propre, outre le fait qu'il s'agit d'une galerie de taille humaine, d'une galerie, lapsus de ma part, d'une foire de taille humaine. Ouais. Il y a aussi une atmosphère méditerranéenne qui est propre à Montpellier, donc ville du Sud. Ce n'est pas la même atmosphère que celle de Lille ou de Strasbourg ou de Karlsruhe en Allemagne, foire que je fréquente régulièrement. Il y a une sorte de bonhomie positive, de légèreté agréable à Montpellier et sans pression outrancière. Et donc cela ajoute donc une forme de personnalité de cette jeune foire méditerranéenne que celle de Montpellier. Merci de ces jolis compliments, Christian. Et effectivement, nous défendons notre ancrage méditerranéen et notre soleil de la Méditerranée. Est-ce que je fais un tour de table? Est-ce que, Françoise, vous nous feriez la gentillesse d'ajouter des commentaires? Je vous écoute, j'apprends beaucoup de choses, donc ça donne envie d'aller à Montpellier, où je suis allée il y a fort peu de temps d'ailleurs chez vos voisins à Sète, puisque vous avez en plus la chance d'être dans un endroit où ça bouge énormément. Là, le MIAM à Sète le Musée international d'art modeste, vient d'ouvrir une exposition absolument intrigante qui s'appelle Beau Bad Ugly. Il y a des très bonnes galeries à Sète qu'on en profite pour voir. Il y a des très bonnes galeries à Montpellier. Il y a un tissu de musées aux alentours qui fait que le conseil que je pourrais donner, moi, c'est que les galeristes qui veulent tenter l'aventure, il faut qu'ils viennent 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après pour faire le tour aussi de la vie culturelle locale. Et il faut qu'ils soient en pleine forme quand ils arrivent, parce que effectivement, quand le stand s'arrête, il ne faut pas que ça s'arrête, puisqu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de rencontres informelles avec des gens qu'on a pu croiser dans la journée, et c'est pas du temps perdu de les revoir en soirée, d'aller passer du temps à mieux connaître les gens qu'on a pu croiser. Et voilà, c'est valable pour toutes les foires. Je crois que le marchand doit être très reposé et en pleine forme quand il arrive. Peut-être vous pourriez avoir un cours de yoga 1 demi-heure avant l'ouverture. Ou une salle de repos. Une salle de repos. Non, mais je crois que il faut le redire, quoi. Il y a la foire et puis il y a autour. Et il y a une énergie à partager. Et ça aussi, c'est contagieux. Beaucoup de galeristes nous disent que le moment de la foire, c'est quand même le seul moment où ils voient leurs confrères. Et il y a des opérations qu'on peut monter à plusieurs. Et c'est précieux parce qu'ils disent tous, nous, on ferme la galerie à 19h, on n'a pas le temps d'aller voir nos confrères. Donc sur la foire, il y a un grand brassage de rencontres, et y compris alors les galeristes entre eux, et puis les artistes qui sont dans une galerie, qui peuvent entrer dans une galerie amie, et le travail peut se développer avec un même artiste sur 3 ou 4 galeries venues d'origines géographiques différentes, et ça peut vraiment donner des synergies efficaces. Donc voilà. Didier parlait du qui-vive indispensable et effectivement d'éviter d'être avec son tupperware et son ordinateur sur son stand, et d'être vraiment en énergie et en tension pendant le temps des heures d'ouverture, mais avant et après aussi. Parce qu'il y a sûrement dans l'hôtel où vont résider les galeristes, il y en a sûrement d'autres. Et donc, voilà, partager un café le matin en échangeant de manière très informelle, c'est précieux. C'est précieux. Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, nous, en tant qu'organisateurs, on a un regard approximatif sur le volume d'affaires qui se réalise par rapport au public et qui achète des œuvres, mais nous ne savons pas toujours ce qui se passe entre galeristes. Et il y a énormément de business, comme on dit, qui se fait intergalerie et en échappant totalement à notre vue. C'est simplement la rencontre qui, une fois de plus, on revient sur cette idée-là, la rencontre a créé l'opportunité d'une opération. Didier, tu veux avoir le mot de la fin? Oui. J'ajoute une petite chose, c'est qu'il y a, comme Françoise l'a signalé, ce qui se passe à Sète ou ailleurs, il y a un musée d'art brut à Montpellier qui est présent chaque année dans la foire de Montpellier, et c'est une belle présence qui ajoute ses propres qualités à celle de la foire. Foire dans laquelle il n'y a quasiment aucun Mickey d'ultra contemporain. Ça, c'est aussi un point important pour les belles foires d'aujourd'hui. Le respect de la vraie création. Après, il y a un aspect qui est
ce qu'on a peut-être oublié, c'est justement le côté pédagogique de la foire. En fait, la foire, elle est là pour construire un marché, pour découvrir de nouveaux clients. Et il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petites affaires. L'important, c'est de créer justement de plus en plus de clients qui vont acheter une estampe la première année, puis petit à petit, ils vont acheter autre chose de plus cher. Mais enfin, l'important, c'est qu'ils restent dans la passion et l'émotion. Alors, pas pour conclure, mais simplement pour bien synthétiser les choses. Participer à une foire aujourd'hui, à mon avis, c'est capital. C'est un marché éphémère de 4 jours et demi. Elle rassemble tous les acteurs de l'art. Vous rencontrez d'autres galéristes, d'autres artistes. Vous renouvelez votre fichier et vous effectuez des ventes. Quoi de mieux? Effectivement. Je voulais juste ajouter une dernière chose, pardon, juste que tout le monde se souvienne que les premiers collectionneurs, ce sont les artistes et que les deuxièmes, ce sont les galeristes. Et une très belle œuvre, elle peut souvent être achetée par un galeriste. C'est ça. L'échange avec les galeristes, c'est aussi ça. Oui, et combien de collectionneurs deviennent des galéristes avec le temps? Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ce premier webinaire. Donc, merci à tous. Nous restons de toute façon joignables. Les contacts sont affichés sur l'écran. Voilà, tout ce qu'on vous a dit est valable et nous vous donnons rendez-vous par téléphone en préparation d'ici le 17 et au plus tard, sinon bien sûr entre le 14 et le 17 novembre au cœur de cette belle foire. À bientôt. Merci. Merci à vous. bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.